Bonjour à tous. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 80 ans aujourd'hui, et ce que je vais vous raconter est une histoire que j'ai portée en silence, comme une pierre dans la poitrine, pendant des décennies. C'est une histoire de douleur, de peur, mais aussi d'une lumière qui, malgré tout, a fini par percer l'ombre. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et surtout, à m'écrire en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots, vos pensées, sont pour moi comme une main tendue dans le noir. Je suis née en 1945, dans un village de la Loire, un coin où les champs de blé ondulaient sous le vent et où les cloches de l'église marquaient chaque heure, comme pour rappeler que le temps ne pardonne pas. Mon enfance était simple, presque douce. Nous étions paysans, pas riches, mais liés par une tendresse rude. Mon père labourait la terre, ma mère reprisait les vêtements des voisins. J'étais la cadette, avec 2 frères aînés qui me taquinaient mais veillaient sur moi. Petite, je rêvais d'être infirmière. Je soignais les oiseaux blessés, bandais les écorchures de mes frères avec des bouts de tissu. Mais à 14 ans, mon destin a basculé. Dans notre village, une fille ne choisissait pas sa vie. On lui demandait d'être sage, obéissante, et, si possible, d'épouser un homme respectable. Mes parents, des gens durs mais aimants, ont choisi Paul, un charpentier de 25 ans, aux mains larges et au sourire rassurant. Je ne savais rien de l'amour, rien des hommes, mais je faisais confiance à ma famille. Alors, à 14 ans, j'ai enfilé une robe blanche trop grande, prêtée par une cousine, et je suis devenue Madame Claire Moreau, épouse de Paul. Les premiers mois, Paul était attentif. Il m'offrait des fleurs des champs, parlait d'une maison avec un jardin, me promettait une vie stable. Mais dès que la porte de notre maison se fermait, une ombre voilait son regard. Il devenait silencieux, exigeant. La première gifle est arrivée à 15 ans, pour un plat de pommes de terre trop salé. Le choc a brûlé ma joue, fait couler mes larmes, mais je n'ai rien dit. À qui aurais-je parlé? Ma mère m'aurait dit de mieux cuisiner, mon père de respecter mon mari. J'ai appris à marcher doucement, à deviner ses humeurs, à devenir invisible. Les années ont passé, lourdes comme des chaînes. À 16 ans, j'ai donné naissance à Élise, puis à Julien, 2 ans plus tard. Chaque grossesse me volait un peu de ma jeunesse, un peu de ma force. Paul, lui, devenait plus dur. Le travail manquait, et l'alcool entrait dans la maison comme un poison. Il rentrait tard, sentant le vin, les yeux rougis par la colère. Une fois, il a jeté une chaise à travers la pièce pour une chemise mal repassée. Une autre fois, il m'a poussée contre le mur sans raison. À 20 ans, je me sentais déjà vieille, usée, comme une étoffe déchirée. Je faisais tout pour protéger mes enfants. Je les berçais la nuit, leur racontais des contes de fées, pour qu'ils n'entendent pas les cris de Paul. Devant les voisins, je souriais, jouais la femme heureuse, mais à l'intérieur, j'étais vide. Je priais en silence, pas pour moi, mais pour Élise et Julien, pour qu'ils grandissent loin de cette violence, pour qu'ils deviennent autre chose que leur père. Le soir où tout a changé, c'était en décembre 1973. J'avais 28 ans. L'hiver était rude, la neige recouvrait le village comme un linceul blanc. Paul est rentré plus tôt, déjà ivre. Il pestait contre tout, le froid, son patron, moi. J'avais préparé une soupe chaude, dressé la table avec soin, mais rien ne suffisait. Ce soir-là, il a renversé son assiette d'un revers de main. La soupe s'est répandue sur le sol, brûlante. J'ai sursauté, tremblante, mais je n'ai rien dit. Parler empirait toujours les choses. Mais ce soir-là, sa rage était incontrôlable. Il s'est levé, a traversé la pièce en 2 pas, m'a saisi par le bras. Sa poigne était un étau. Il m'a traîné jusqu'à la porte, l'a ouverte brutalement, et m'a jeté dehors. La neige m'a engloutie, froide, impitoyable. Je suis tombée à genoux, ma robe fine trempée. J'ai voulu me relever, crier, mais un coup violent a frappé mon dos. Un craquement horrible a résonné, comme si mon corps se brisait. La douleur m'a submergée, insupportable. Mes jambes ne répondaient plus. J'étais là, allongée dans la neige, incapable de bouger, incapable de hurler. Paul a refermé la porte sans un mot. Le silence de la nuit m'a enveloppée, seulement brisée par le vent glacé. Le froid grimpait en moi, comme une vague noire. Mes pensées s'embrouillaient. Je voyais les visages d'Élise et Julien, leurs petites mains, leurs rires. Je me demandais s'ils dormaient, s'ils savaient que leur mère gisait dehors, laissée pour morte. Je voulais me battre, pour eux, mais mon corps refusait. Le ciel noir au-dessus était indifférent. J'ai pensé, c'est fini. Combien de temps suis-je restée là? Des minutes? Des heures? La douleur et le froid avaient effacé le temps. Mais à l'aube, un cri a déchiré le silence. C'était Élise,
ma fille de 12 ans, sortit chercher de l'eau. Elle m'a vue, immobile dans la neige, et a hurlé. Elle a jeté son manteau sur moi, appelé à l'aide. Les voisins sont arrivés, puis les secours. On m'a soulevée, emportée, mais mes yeux se fermaient. Tout devenait flou. Je me suis réveillée à l'hôpital de Roanne, 3 jours plus tard. La lumière était crue, l'odeur de désinfectant piquante. Un médecin m'a parlé, sa voix douce mais grave. « Madame Moreau, votre colonne vertébrale est fracturée. Vous ne marcherez plus. » Ces mots ont traversé mon esprit comme un couteau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. J'étais là, immobile, comprenant que ma vie, déjà brisée, venait de s'effondrer encore plus. À l'hôpital, j'ai passé 2 mois à fixer les murs blancs, à écouter les chariots grincer dans les couloirs, à sentir mon corps s'affaiblir. Paul n'est venu qu'une fois. Il s'est planté au bout de mon lit, bras croisés, le regard froid. « T'es une charge, Claire », a-t-il dit avant de partir. Ces mots m'ont frappé plus fort que ses coups. Pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils confirmaient ce que je redoutais. Pour lui, je n'étais plus rien, juste un fardeau à abandonner. Quand l'hôpital a jugé que je pouvais sortir, ils ont proposé de me renvoyer chez moi, avec des béquilles, des soins. J'ai refusé. Retourner auprès de Paul, c'était me condamner. Je savais qu'il achèverait ce qu'il avait commencé. On m'a transféré dans une maison de repos à la périphérie de Roanne, un lieu gris où l'on rangeait les âmes brisées, les corps inutiles. Le portail en fer grinçait, l'odeur d'humidité et de médicaments pesait comme une couverture mouillée. Les résidents étaient vieux, leurs regards perdus dans des souvenirs fanés. Moi, à 28 ans, j'étais l'une d'eux. Les premiers jours, je me suis murée dans le silence. Je mangeais sans goût, suivais les exercices de rééducation sans conviction. Mes enfants me manquaient, mais je savais qu'ils étaient avec Paul. À l'époque, une femme infirme n'avait aucun droit. Paul était leur père, respectable aux yeux du village. Je priais pour qu'Élise et Julien soient en sécurité, pour qu'ils grandissent sans la peur que j'avais connue. Mais au fond, je ne faisais que survivre, sans espoir, sans lumière. Chaque nuit, je rêvais que je courais. Mes jambes me portaient à travers des champs dorés, mes cheveux volaient dans le vent. Mais chaque matin, je me réveillais dans ce corps immobile, prisonnier d'une chaise roulante. Certains jours, l'idée d'en finir me traversait. Ce serait si simple, ici, où personne ne posait de questions. Pourtant, une voix faible murmurait « Pas encore. Tiens bon. » Je ne savais pas pourquoi, mais j'écoutais. Un matin de printemps 1974, alors que la pluie battait les vitres, une nouvelle présence est entrée dans ma vie. Elle s'appelait Marianne. Elle avait 22 ans, un regard perçant, une énergie brute, comme une tempête. Elle n'était pas infirmière, mais une jeune femme envoyée pour des travaux d'intérêt général, après un passé trouble dont on ne parlait pas. Marianne portait des vêtements usés, un vieux manteau d'homme, et une colère qu'elle ne cachait pas. Elle parlait fort, riait parfois, même seule, défiant le monde entier. La première fois qu'elle est entrée dans ma chambre, elle traînait un balai, sifflotant une chanson populaire. Elle m'a regardée, a haussé un sourcil et a dit « Toi, t'as pas l'air d'appartenir ici. » J'ai voulu répondre, mais les mots sont restés coincés. Elle a continué à nettoyer, parlant seule, racontant des bribes d'histoires absurdes sur des voyages imaginaires. Je l'ai détestée, ce jour-là, parce qu'elle voyait en moi ce que j'avais cessé de croire, que j'étais plus qu'un corps brisé. Marianne revenait souvent. Parfois pour nettoyer, parfois pour s'asseoir et fumer en silence. Un jour, elle a posé une tasse de café sur ma table de chevet. Pas un gobelet en plastique, une vraie tasse, chaude, avec une odeur qui rappelait les matins chez ma mère. « Bois », a-t-elle dit. Ça réveille les âmes endormies. J'ai pris la tasse, méfiante, mais ce geste a rallumé une étincelle en moi, fragile mais réelle. Elle ne parlait jamais de son passé, mais je devinais. Marianne venait d'un monde dur, de rues froides, de luttes quotidiennes. Elle avait volé, menti, survécu. Pourtant, elle portait une force indomptable, une lumière qui refusait de s'éteindre. Moi, j'avais été élevée dans l'obéissance. Elle, dans la révolte. Et pourtant, elle comblait le vide autour de moi. Elle me racontait ses rêves fous, ouvrir un café, voyager en Italie, jouer de la guitare. Je l'écoutais, et pour la première fois depuis longtemps, je souriais. Un jour, elle a apporté un vieux roman d'amour abîmé. Elle l'a posé sur mon lit. « Lis », a-t-elle dit. « Ça te fera sortir d'ici, même dans ta tête. » Mes mains tremblaient en ouvrant la première page. Les mots dansaient, mais j'ai lu. 1 page, puis 2. Ce soir-là, j'ai senti que je pouvais encore ressentir, imaginer, vivre. Marianne m'a regardée, un sourire en coin, et a dit
tu vois, t'es pas fini. Cette phrase, jetée comme une évidence, m'a frappé au cœur. J'avais 28 ans, un corps brisé, un passé volé, mais j'étais encore là. Tant qu'il y avait de la vie, il y avait une chance. Avec Marianne, j'ai réappris à exister. Elle m'aidait à me redresser, à bouger mes bras, à lever la tête. Elle me parlait comme si j'étais entière, et je me surprenais à vouloir le redevenir. Pas pour Paul, pas pour le village, mais pour moi. Parce que j'existais encore. Parce que je pouvais encore rire, respirer, espérer. Les jours à la maison de repos s'étiraient, lourds, comme un tissu gorgé d'eau. Les murs gris, l'odeur de désinfectant, le cliquetis des plateaux repas formaient une prison invisible, plus pesante que des barreaux. Mais Marianne, avec son rire franc et ses mots crus, apportait une brise inattendue dans cet univers figé. Elle était comme un éclat de soleil perçant un ciel d'orage, et petit à petit, elle me tirait hors de ma torpeur. Je commençais à sentir mon corps, pas mes jambes, non, mais mes mains, mes bras, ma poitrine qui se soulevait un peu plus fort à chaque inspiration. Je commençais à me souvenir que j'étais encore vivante. Un matin d'avril 1974, alors que les premières fleurs sauvages perçaient dans la cour, Marianne est entrée dans ma chambre avec une lueur espiègle dans les yeux. Elle portait un vieux poste de radio, qu'elle a posé sur ma table de chevet comme un trésor. Trouvé dans la réserve, a-t-elle dit, un sourire en coin. Elle a tourné les boutons, cherchant une station. Une chanson populaire a grésillé, un air entraînant qui parlait d'amour et de routes poussiéreuses. Sans me demander mon avis, elle a pris mes mains et les a fait bouger au rythme de la musique. J'ai protesté, faiblement, par habitude. Elle a ri, un rire clair qui a résonné dans la pièce. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ri aussi. Pas un grand éclat, juste un souffle, un frémissement. Mais c'était un début. Marianne avait ce don. Elle ne voyait pas ma chaise roulante, pas mes jambes inertes, pas la femme brisée que j'étais devenue. Elle voyait clair, celle que j'avais oubliée. Elle me parlait comme à une complice, une égale. Faut que t'aies l'air d'une reine, même ici, disait-elle en redressant mes épaules. Et sous son regard, je commençais à me redresser, à relever la tête, à vouloir redevenir quelqu'un. Pas pour Paul, pas pour les voisins du village, mais pour moi. Parce que j'existais encore. Parce que tant que je pouvais rire, respirer, penser, je n'étais pas finie. Les semaines passaient, et avec elles, une idée germait, d'abord timide, puis de plus en plus tenace. Je ne pouvais pas rester ici, à attendre que le temps me dissolve comme une vieille étoffe. La maison de repos était une tombe pour les vivants, et moi, je n'étais pas prête à m'y éteindre. Marianne, elle, parlait souvent de liberté, de routes ouvertes, de villes où personne ne connaissait votre nom. Ses rêves étaient fous, mais ils s'infiltraient en moi comme une promesse. Un matin, alors qu'elle nettoyait ma chambre en sifflotant, j'ai trouvé le courage de poser la question, d'une voix rauque, presque étrangère. « Tu crois qu'on peut partir d'ici ?» Elle s'est arrêtée net, le balai suspendu. Elle m'a regardé, ses yeux brillants d'une lueur sauvage, et a répondu « On peut tout faire ». Ces mots, dans sa bouche, étaient une flamme. Une promesse folle, dangereuse, mais une promesse quand même. Et moi, qui n'avais plus rien à perdre, j'ai décidé d'y croire. À partir de ce jour, nous avons commencé à observer. Les horaires des surveillants, les allées et venues, les portes mal fermées. Marianne dessinait des plans absurdes sur des bouts de papier, des serviettes, des marges de vieux journaux. Moi, je mémorisais tout, chaque détail, chaque craquement du bâtiment. Elle disait qu'on partirait à l'aube, avant la première ronde. Elle parlait d'une vieille camionnette garée dans la cour arrière, celle du jardinier, qu'elle pourrait emprunter. Elle disait que, si je n'avais pas peur, tout irait bien. Je ne lui ai pas avoué que la peur me rongeait, une peur immense, glacée, qui me serrait la gorge. Mais cette peur était moins forte que celle de rester, de pourrir dans cet endroit où les jours se ressemblaient tous. Alors, j'ai dit oui. Oui à l'inconnu. Oui au risque. Oui à la liberté. La veille de notre départ, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond fissuré, la lumière pâle de la lune filtrant à travers les rideaux usés. Je pensais à Élise et Julien, à leurs petits visages, à leur rire que je n'avais pas entendu depuis si longtemps. Je savais qu'en partant, je risquais de les perdre pour toujours. Mais je savais aussi que rester, c'était les condamner à une mère fantôme, une ombre incapable de les protéger. Je n'avais ni argent, ni papier, ni famille pour m'accueillir. Je n'avais que moi. Et Marianne. Deux âmes cabossées, liées par un désir fou de vivre autrement. À l'aube, Marianne est arrivée, essoufflée, ses bottes pleines de boue. Elle a poussé ma chaise roulante vers la porte arrière, silencieuse comme un chat. Chaque mètre était une éternité, chaque grincement me glaçait le sang.
Mais personne n'a crié. Personne ne. Nous avons atteint le village à la tombée de la nuit, une poignée de maisons en pierre blottie, autour d'une église minuscule. L'air sentait l'herbe humide et le bois brûlé. Marianne est entrée dans un café qui faisait aussi épicerie, la tête haute, son manteau troué jeté sur l'épaule. Moi, je suis restée dehors, frissonnant sous la brume froide. Elle est ressortie avec un sac de pain, un morceau de fromage et 2 pommes. Elle m'a tendu une pomme avec un sourire en coin. Nous nous sommes assises sur le trottoir, sous le porche de l'église, nos épaules se frôlant dans le silence. Ce n'était pas un festin, mais ce repas, mangé à la lumière d'un réverbère vacillant, avait un goût de liberté. Cette nuit-là, nous avons dormi dans une grange abandonnée, à l'écart du village. Marianne a trouvé des couvertures poussiéreuses sous un tas de bois, les a secouées, étalées sur le sol. Je me suis allongée avec peine, mes os craquant comme du bois sec. Le froid mordait ma peau, mais je n'avais jamais ressenti une telle paix. À travers les trous du toit, les étoiles scintillaient, indifférentes mais belles. Pour la première fois depuis des années, j'ai prié, non pas pour demander, mais pour dire merci. Merci d'être vivante. Merci de sentir le vent sur mon visage. Merci d'avoir Marianne à mes côtés. Le lendemain, nous avons décidé de continuer vers le sud. Marianne disait que le climat y était plus doux, que près de la mer, on trouverait peut-être du travail, un endroit où se poser. Elle poussait ma chaise sur les routes de campagne, chantant des chansons paillardes, riant au moindre prétexte. Elle me redonnait une jeunesse que je croyais perdue. Parfois, nous croisions des fermiers ou des enfants curieux. Marianne inventait des histoires folles. J'étais une poétesse en exil, elle ma garde du corps, nous étions des actrices en fuite après un scandale. Je la laissais dire, parce que dans ses mensonges, il y avait plus de vérité que dans les jugements du monde. Au fil des jours, mon corps se renforçait. Mes bras gagnaient en endurance, je pouvais avancer seule plus longtemps. Marianne ne me plaignait jamais, ne m'infantilisait pas. Elle me traitait comme une complice, une égale. Sous son regard, j'apprenais à redevenir quelqu'un. Pas la Claire d'avant, pas la jeune fille naïve ni la femme soumise, mais une nouvelle Claire, forgée dans l'épreuve, libre de choisir qui elle voulait être. Les nuits étaient rudes. Nous dormions dans des granges, sous des ponts, parfois à la belle étoile. Nous mendions quelques pièces, acceptions le pain ou le fromage des âmes généreuses. Nous étions pauvres, épuisés, mais libres. Un après-midi, dans un hameau perdu, un vieux fermier nous a proposé du travail. Trier des pommes dans son verger en échange d'un abri et de quelques francs. Marianne a accepté sans hésiter. Elle travaillait avec une énergie brute, ses mains rapides et précises. Moi, je faisais ce que je pouvais, épluchant les fruits abîmés, triant ceux qui pouvaient être vendus. Chaque pièce gagnée était une victoire, chaque soir partagé autour d'une soupe chaude, un triomphe. Mais la liberté a un prix. Un matin, alors que nous trions des pommes sous un ciel gris, une voiture noire s'est arrêtée près du verger. 2 hommes en costume en sont descendus. Marianne a pâli, son regard s'est durci. Elle m'a murmuré, « Ils viennent pour moi ». Je n'ai pas eu besoin de poser de questions. J'ai compris. Ils venaient du tribunal, pour la ramener. En fuyant la maison de repos, elle avait violé ses conditions de travaux d'intérêt général. Ils étaient là pour réclamer leur dû. Marianne a pris ma main, l'a serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les doigts. Puis elle l'a lâchée. Elle s'est avancée vers eux, la tête haute, son manteau flottant comme un drapeau. Elle n'a pas pleuré, pas supplié. Elle est montée dans la voiture sans un regard en arrière. Et moi, je suis restée là, figée, impuissante, brisée une fois de plus. Le verger, si vivant quelques instants plus tôt, semblait mort. Les pommes, le vent, tout avait perdu sa couleur. Les jours suivants, j'ai continué à travailler pour le fermier. Il était gentil, me laissait dormir dans l'écurie, me donnait de la soupe, du pain. Mais rien n'avait plus de goût. Sans Marianne, la route n'avait plus de lumière, la liberté n'avait plus de sens. Je poussais ma chaise sous les arbres, regardais les feuilles tomber, et chaque soir, je parlais à la nuit. Reviens, Marianne. Où que tu sois, reviens. Je savais que c'était absurde. Elle était sans doute enfermée quelque part, dans un lieu gris comme celui que nous avions fui. Mais l'espoir est tenace, et malgré tout, je continuais à espérer. Un matin d'octobre, alors que je triais des pommes sous un ciel lourd, j'ai entendu des pas rapides sur les graviers. J'ai levé les yeux. Elle était là. Essoufflée, décoiffée, trempée, mais vivante. Marianne. Elle a couru vers moi, s'est jetée à genoux près de ma chaise, a posé son front contre mes genoux. Elle pleurait, tremblait. Moi, je caressais ses cheveux emmêlés, incapable de retenir mes larmes. Nous étions 2 âmes perdues,
réunis par un miracle que je n'osais nommer. Cette nuit-là, sous un ciel d'étoiles froides, nous avons fait un pacte, nous ne serions plus jamais séparés. Nous trouverions un endroit où recommencer, où nos cicatrices n'auraient plus d'importance, où nous serions libres d'être nous-mêmes. Quand Marianne est revenue, ce matin d'octobre 1974, trempée et tremblante, un feu s'est rallumé en moi. Nous avions brisé les chaînes de la maison de repos, défié ceux qui voulaient nous enfermer, et maintenant, nous reprenions la route, plus déterminés que jamais. Nos poches étaient vides, nos vêtements usés, mais notre pacte, ne plus jamais nous séparer, était une boussole plus sûre que n'importe quelle carte. Je vous raconte cette histoire, à 80 ans, le cœur encore vibrant de ces moments. Si elle vous touche, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à cette chaîne, et dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots sont une lumière dans mes souvenirs. Nous avons quitté le verger sous un ciel gris, Marianne poussant ma chaise roulante sur des chemins de terre. La camionnette était morte, mais nos jambes, celles de Marianne et mes bras sur les roues, nous portaient. Nous allions vers le sud, vers la mer, là où Marianne disait que l'air était plus doux, les gens moins curieux. Les routes de campagne serpentaient entre des champs dorés et des forêts épaisses. L'automne peignait les arbres en rouge et or, et malgré la fatigue, chaque paysage semblait une promesse. Je n'avais pas vu autant de beauté depuis mon enfance, quand je courais libre dans les champs de la Loire. Les nuits étaient rudes. Nous dormions où nous pouvions, dans des granges abandonnées, sous des porches d'église, parfois à la belle étoile, blottis sous une couverture trouée. Le froid mordait, mais Marianne allumait des feux avec des brindilles, et son rire réchauffait mieux que les flammes. Elle inventait des histoires pour passer le temps. Nous étions des exploratrices, des reines en exil, des fugitives d'un conte oublié. Je la laissais parler, et dans ses mots, je retrouvais une part de moi-même, celle qui rêvait encore, malgré tout. Nous vivions de peu. Quelques pièces mandées, du pain donné par une vieille femme au bord d'un chemin, des pommes volées dans un verger. Chaque bouchée était précieuse, chaque gorgée d'eau claire un luxe. Mes bras s'endurcissaient à force de pousser ma chaise. Je pouvais avancer seule plus longtemps, et Marianne me regardait avec un sourire fier. « T'es plus forte que tu crois, Claire, » disait-elle. Et pour la première fois, je commençais à le croire. Pas seulement à cause de mes muscles, mais parce que mon cœur, malgré les fissures, battait encore. Un soir, alors que nous nous reposions près d'un ruisseau, Marianne a sorti un vieux carnet de sa poche. « Écris, m'a-t-elle dit, en me tendant un crayon mâché. Écris ce qu'on vit, ce qu'on voit. Ça restera. » J'ai hésité. Mes mains tremblaient, pas seulement à cause du froid. Écrire, c'était admettre que j'avais une histoire, que j'étais encore quelqu'un. Mais sous son regard insistant, j'ai ouvert le carnet. J'ai décrit le bruit de l'eau, l'odeur de la terre mouillée, la façon dont la lune éclairait les cheveux en bataille de Marianne. Et en écrivant, j'ai senti une chaleur nouvelle, comme si je gravais ma propre existence. Nous avancions lentement, mais chaque kilomètre était une victoire. Parfois, des passants nous regardaient avec curiosité ou pitié. Marianne leur lançait un regard défiant, et ils détournaient les yeux. Elle avait ce pouvoir, cette force brute qui imposait le respect. Moi, je commençais à relever la tête, à sourire aux enfants qui couraient près de nous. Je n'étais plus seulement une ombre. J'étais Claire, une femme qui refusait de se laisser engloutir par le passé. Un jour, dans un village près de Clermont-Ferrand, une femme nous a arrêtés. Elle s'appelait Jeanne, une veuve aux mains calleuses et au regard doux. Elle tenait une petite ferme et cherchait de l'aide pour la récolte. « Vous avez l'air de savoir ce que c'est que de se battre », a-t-elle dit en nous regardant. Marianne a répondu d'un hochement de tête, et nous sommes restés. Jeanne nous a donné un coin dans son étable, du pain chaud et du travail. Je triais des légumes, épluchais des pommes de terre, tandis que Marianne ramassait des pommes avec une agilité de chat. Chaque soir, nous mangions ensemble, et Jeanne nous racontait sa vie, ses pertes, ses petites joies. Elle ne posait pas de questions sur notre passé, et ça nous suffisait. Mais la liberté est un fil fragile. Un matin, alors que nous rangions des cajots, un homme du village est passé. Il a regardé Marianne, puis moi, avec une insistance qui m'a glacé le sang. « Vous venez d'où, vous deux » a-t-il demandé. Marianne a répondu avec son aplomb habituel, inventant une histoire de voyage pour voir la famille. Mais ses yeux à lui étaient trop perçants, trop curieux. Ce soir-là, autour du feu, Marianne m'a dit « Faut pas rester trop longtemps. Les gens parlent, et les gendarmes écoutent. » Nous sommes partis quelques jours plus tard, le cœur lourd de quitter Jeanne. Elle nous a donné un sac de provisions, du pain, du fromage, des noix, et une couverture en laine. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez », nous a-t-elle dit, les yeux humides. Ces mots sont restés avec moi, comme un talisman. Nous avons repris la route, Marianne poussant ma chaise,
moi roulant quand je le pouvais. Le vent d'automne était plus froid, mais il portait une odeur de liberté, et c'était assez pour continuer. Nous visions la mer, un rêve que Marianne avait planté en moi. Là-bas, personne ne nous cherchera, disait-elle. Je ne savais pas si je croyais en ce refuge, mais je croyais en elle. Chaque pas, chaque tour de roue, était une promesse que nous tenions ensemble. Et dans ces moments, je pensais à Élise et Julien. Je priais pour qu'ils soient en sécurité, pour qu'un jour, peut-être, je puisse les revoir. Mais pour l'instant, je devais vivre pour moi, pour cette Claire que Marianne m'aidait à redécouvrir, celle qui refusait de s'éteindre. Les jours se fondaient en semaines, et la route semblait sans fin. Nous avancions vers le sud, Marianne et moi, portés par une obstination silencieuse. L'automne s'effaçait, laissant place à un hiver précoce qui mordait la peau à travers nos vêtements rapiécés. Mais chaque matin, lorsque le soleil perçait la brume, je sentais une force nouvelle en moi. À 80 ans, en vous racontant cela, je ressens encore la brûlure de ce froid, mais aussi la chaleur de notre détermination. Si mon histoire vous touche, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, et dites-moi de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots sont comme des étoiles dans ma mémoire. Nous dormions où nous pouvions, souvent dans des abris de fortune. Une nuit, sous un pont, le vent hurlait si fort que j'ai cru qu'il nous emporterait. Marianne a empilé des pierres pour couper le courant d'air, puis s'est blottie contre moi sous notre couverture. On est plus forte que ce vent, a-t-elle murmuré. Et j'ai ri, un rire faible mais sincère, parce qu'elle avait raison. Nous étions plus fortes que les tempêtes, plus fortes que les regards curieux, plus fortes que le passé qui voulait nous rattraper. Un jour, alors que nous traversions un village près d'Albi, nous avons vu la mer pour la première fois. L'horizon s'ouvrait, immense, d'un gris bleuté, agité par des vagues furieuses. L'odeur de sel et d'algues emplissait l'air, si différente de la terre lourde de la Loire. Nous nous sommes arrêtés sur une falaise, ma chaise grinçant dans les cailloux. Marianne s'est agenouillée à côté de moi, silencieuse. Nous avons regardé l'océan, sa puissance brute, sa liberté infinie. Dans cet instant, j'ai senti mes chaînes se briser, pas celles de mon corps, mais celles de mon âme. La peur, la honte, la douleur de Paul s'effaçaient face à cette immensité. J'étais vivante, entière, libre. Nous avons trouvé refuge dans un vieux cabanon de pêcheurs, abandonné près de la plage. Les murs étaient fissurés, le toit laissait passer la pluie, mais pour nous, c'était un palais. Marianne a cloué des planches sur la porte branlante, tendu une bâche sur les tuiles manquantes. Elle a allumé un feu dans une cheminée craquelée, et la fumée nous piquait les yeux, mais nous rions. Pour la première fois, nous avions un endroit à nous, un lieu où personne ne viendrait nous chercher. Nous vivions de presque rien. Marianne pêchait dans les mares laissées par la marée, je tressais des cordes avec des filets abandonnés pour les vendre au marché. Chaque pièce gagnée était un trésor, chaque repas partageait une victoire. Je passais mes journées à écrire dans le carnet. Les vagues, le cri des mouettes, le sourire de Marianne quand elle rapportait un poisson. Écrire, c'était ancrer notre existence, rendre réelle cette vie que nous construisions. Marianne lisait parfois par-dessus mon épaule, riant de mes mots trop sérieux. « T'es une poétesse, Claire », disait-elle. Et moi, je rougissais, mais au fond, je commençais à y croire. J'étais plus qu'une infirme, plus qu'une victime. J'étais une femme qui écrivait sa propre histoire. Les villageois nous connaissaient peu à peu. Ils ne posaient pas de questions, nous voyaient comme deux femmes discrètes, travailleuses. Une vieille femme nous échangeait du pain contre nos cordes, un pêcheur donnait parfois un poisson. Nous étions pauvres, terriblement pauvres, mais riches d'une liberté que je n'avais jamais connue. Mon visage changeait, je le sentais. Mes joues se coloraient sous le vent salé, mes yeux brillaient d'une lueur nouvelle. La mer m'apprenait la patience, le vent l'humilité, et Marianne l'espoir. Un matin, je me suis réveillée avant l'aube. Le froid pinçait mes doigts, mais je suis sortie seule, poussant ma chaise jusqu'à la plage. La marée avait laissé un tapis de coquillages scintillant sous la lune. Dans ce silence, j'ai parlé à voix haute, pas pour prier, mais pour dire à la nuit, je ne suis plus une victime. Je suis ici. Je suis libre. Les larmes coulaient, mais elles étaient légères, comme une naissance. À 29 ans, sur cette plage battue par les vents, je renaissais. Mais la liberté reste fragile. Un jour, un étranger est venu au marché, posant des questions sur deux femmes, l'une en chaise roulante. Marianne m'a regardée, ses yeux pleins d'une peur qu'elle cachait mal. Nous savions que notre fuite n'était pas oubliée, que les autorités pouvaient encore nous chercher. Cette nuit-là, nous avons décidé de bouger à nouveau. Nous ne pouvions pas rester, pas encore. Nous avons rassemblé nos maigres affaires, le carnet, une couverture, quelques pièces, et nous sommes partis à l'aube, longeant la côte, cherchant un autre refuge.
Nous avons trouvé une nouvelle cachette, une cabane encore plus délabrée, perchée sur une dune. Marianne a ri en la voyant, un vrai château, non? Elle a réparé le toit avec des branchages, renforcé les murs avec de la boue séchée. Nous avons repris notre routine, pêcher, tresser, écrire. Chaque jour renforçait notre lien, comme une corde tressée à partir de 1000 fils fragiles. Marianne était plus qu'une amie. Elle était ma famille, ma complice, celle qui m'avait rendu ma vie. Un soir, alors que nous mangions une soupe claire près du feu, Marianne m'a regardé longuement. « Tu sais, Claire, on va s'en sortir. Pas juste survivre. Vivre. » Ces mots, simples, ont planté une graine en moi. Vivre, pas seulement exister. Construire quelque chose de beau, malgré les cicatrices. Cette nuit-là, j'ai écrit dans le carnet « Nous sommes deux âmes abîmées, mais ensemble, nous sommes entières. » Et en traçant ces mots, j'ai su que, quoi qu'il arrive, nous avions déjà gagné. L'hiver 1974 s'est abattu sur nous comme une vague froide, impitoyable. La mer, autrefois notre allié, grondait avec fureur, projetant des embruns salés qui gelaient sur les murs de notre cabane. À 80 ans, en vous racontant cela, je sens encore le vent mordre ma peau, mais aussi la chaleur de notre détermination, celle qui nous tenait debout. Si mon histoire vous touche, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne, et dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots sont comme des galets polis par la mer, précieux dans mes souvenirs. Notre cabane, perchée sur une dune près d'Albi, était un refuge précaire. Les planches craquaient sous les assauts du vent, la bâche du toit claquait comme une voile déchirée. Marianne travaillait sans relâche pour la renforcer, mêlant boue et branchage pour boucher les fissures. Moi, je tressais des cordes avec des filets abandonnés, mes doigts rougis par le froid, mais plus agiles chaque jour. Nous vivions de presque rien. Des poissons que Marianne attrapait, des légumes échangés au marché contre nos cordes, parfois un quignon de pain donné par un pêcheur. Chaque repas était un miracle, chaque nuit au sec une victoire. Je continuais à écrire dans mon carnet, mes mots traçant les contours de notre vie. Le hurlement du vent, l'odeur du feu de bois, le rire de Marianne quand elle glissait sur les galets humides. Écrire, c'était graver notre existence, refuser qu'elle s'efface. Marianne lisait parfois mes pages, un sourire en coin. « T'es une écrivaine, Claire, » disait-elle. Je protestais, gênée, mais au fond, j'y croyais un peu. Ces mots étaient ma voix, celle que Paul avait voulu étouffer, celle que la maison de repos avait voulu faire taire. Les villageois nous acceptaient, à leur manière. Ils ne posaient pas de questions, nous voyaient comme deux femmes discrètes, travailleuses. Une vieille femme, Madame Léonie, nous donnait du lait contre des cordes. Un pêcheur, Pierre, échangeait du poisson contre des paniers que Marianne tressait. Nous étions pauvres, mais libres, et cette liberté avait un goût plus doux que n'importe quel festin de mon passé. Mes bras s'étaient renforcés, je pouvais pousser ma chaise sur les chemins caillouteux sans aide. Marianne me regardait avec fierté, et moi, je commençais à me voir autrement, non plus comme une infirme, mais comme une femme qui se battait. Un matin, alors que je triais des coquillages sur la plage, j'ai vu des enfants jouer dans les vagues. Leur rire clair me rappelait Élise et Julien, et une douleur sourde m'a serré le cœur. Je priais pour eux chaque soir, espérant qu'ils grandissaient loin de la violence de Paul. Mais je savais que pour les protéger, je devais d'abord me reconstruire. Marianne m'a rejointe, s'asseyant sur un rocher. « Tu penses à eux, hein » a-t-elle dit, sans me regarder. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a posé une main sur mon épaule, un geste simple mais lourd de sens. « On les retrouvera un jour » a-t-elle murmuré. Ces mots, même incertains, étaient un baume. Mais la menace planait toujours. Les rumeurs d'étrangers posant des questions au marché nous rendaient nerveuses. Marianne était recherchée pour avoir fui ses travaux d'intérêt général, et moi, j'étais une épouse disparue, une ombre que Paul pouvait vouloir retrouver, ne serait-ce que pour sauver les apparences. Nous évitions les grandes routes, restions discrètes, mais la peur d'être rattrapée nous suivait comme une ombre. Un soir, autour du feu, Marianne a sorti une carte froissée, volée dans une épicerie. « On pourrait aller plus loin, vers la Méditerranée », a-t-elle dit. Là-bas, on se perdrait dans la foule. L'idée était folle, mais elle brillait comme une étoile. Nous avons commencé à planifier, économisant chaque pièce, renforçant notre cabane pour tenir l'hiver. Marianne parlait d'un marché à 7 où nous pourrions vendre nos cordes et paniers, peut-être trouver du travail stable. Moi, je rêvais d'un endroit où écrire sans crainte, où mes mots pourraient devenir plus qu'un secret. Chaque jour, je sentais mon cœur s'élargir, comme si la mer m'apprenait à respirer plus grand. Marianne, avec sa force brute et son rire, était la flamme qui empêchait le froid de me vaincre. Un après-midi, alors que je tressais sous un ciel plombé,
un homme est apparu près de la cabane. Il portait un manteau sombre, un regard trop curieux. « Vous êtes loin de tout, ici », a-t-il dit, scrutant ma chaise, puis Marianne qui revenait de la plage. Elle a répondu avec son aplomb habituel, inventant une histoire de retraite paisible. Mais quand il est parti, elle m'a regardée, grave. « Faut pas traîner, Claire. » Cette nuit-là, nous avons décidé de partir dès que l'hiver s'adoucirait. La mer nous appelait, mais elle nous rappelait aussi que la liberté se gagne chaque jour. Nous avons tenu tout l'hiver, contre le froid, la faim, l'incertitude. Marianne chantait pour chasser la fatigue, des chansons paillardes qui me faisaient rire malgré moi. Moi, j'écrivais, mes pages remplies de nos petites victoires. Un feu qui ne s'éteignait pas, un poisson plus gros que d'habitude, un sourire échangé avec un enfant au marché. Ces moments, si simples, tissaient une vie plus riche que tout ce que j'avais connu avec Paul. Je n'étais plus sa femme, ni une victime. J'étais Claire, une femme qui apprenait à se tenir droite, même dans une chaise roulante, une femme qui écrivait pour ne pas oublier qu'elle vivait. Le printemps 1975 est arrivé timidement, comme une promesse hésitante. Les vagues s'adoucissaient, le vent portait une odeur d'herbe fraîche, et les mouettes reprenaient leur danse dans le ciel. À 80 ans, je revois ces matins où la lumière semblait nous murmurer « Continuez ». Si mon histoire vous émeut, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, et dites-moi de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots sont des vagues douces sur la plage de mes souvenirs. Nous avons quitté notre cabane à l'aube, nos affaires dans un sac de toile, mon carnet, une couverture, quelques pièces, des cordes à vendre. Marianne poussait ma chaise, chantonnant pour chasser la peur. Nous suivions la côte, visant Sète, où Marianne croyait que nous pourrions nous fondre dans l'agitation des marchés. La route était rude, les chemins caillouteux usaient les roues de ma chaise, mais mes bras, plus forts, me portaient. Marianne ne se plaignait jamais, même quand la pluie nous trempait ou que la faim nous tordait l'estomac. Elle disait « On est libre, Claire. Ça vaut tous les festins du monde. » Un soir, nous nous sommes arrêtés dans un village de pêcheurs. Les maisons étaient peintes de couleurs vives, comme pour défier la grisaille de l'hiver. Une femme, Marie, nous a offert un abri dans son hangar en échange de cordes. Elle avait des yeux rieurs et une voix chaude, comme le pain qu'elle nous a donné. Nous avons mangé assises sur des caisses, partageant des histoires simples. Marie ne demandait rien sur notre passé, et cette discrétion était un cadeau. Cette nuit-là, sous un toit qui fuyait à peine, j'ai écrit dans mon carnet « La liberté, c'est aussi un sourire partagé, un pain rompu ensemble ». À Sète, le marché était un tourbillon de couleurs et de bruit. Marianne vendait nos cordes et paniers avec un bagout qui faisait rire les clients. Moi, je restais à l'écart, tressant, observant. Les odeurs de poisson, d'épices et de pain frais se mêlaient à l'air salé. Nous gagnions assez pour acheter de la farine, du sel, parfois un bout de tissu pour réparer nos vêtements. Marianne parlait d'acheter des graines, de planter un jardin quelque part. Moi, je rêvais d'écrire plus, peut-être de partager mes mots un jour. Mes pages étaient mon refuge, un lieu où je pouvais être entière. Mais le danger n'était jamais loin. Un matin, un homme en uniforme a traversé le marché, posant des questions. Marianne m'a tiré derrière une charrette, son souffle court. « Il ne lâche pas », a-t-elle murmuré. Nous savions que notre fuite faisait de nous des ombres recherchées. Cette nuit-là, nous avons dormi loin du marché, dans une crique cachée. Les vagues chantaient une berceuse, mais nos cœurs battaient fort. « On va trouver un endroit à nous », a promis Marianne. « Un endroit où personne ne viendra. » Nous avons fini par découvrir une cabane abandonnée, à flanc de colline, surplombant la mer. Elle était en ruine, mais Marianne a vu son potentiel. Elle a renforcé les murs avec des pierres, colmaté le toit avec des branchages. Moi, je nettoyais l'intérieur, arrangeais un coin pour écrire. Nous avons planté des graines volées au marché, tomates, haricots, dans un carré de terre derrière la cabane. Chaque pousse verte était une victoire, chaque fruit un miracle. Marianne parlait aux plantes comme à des enfants, et moi, je riais, le cœur léger. Nous étions pauvres, mais riches d'espoir. Un jour, alors que je tressais près de la cabane, un miroir brisé a roulé hors du sac de Marianne. Elle l'a ramassé, riant. « Regarde-toi, Claire. » J'ai hésité. Je n'avais pas vu mon reflet depuis l'hôpital. Mais sous son regard insistant, j'ai pris le miroir. J'y ai vu des rides, des cheveux grisonnants, des cicatrices. Mais aussi une lumière dans les yeux, une force dans la mâchoire. J'ai souri, timidement, puis plus franchement. J'étais une femme polie par la mer, douce et dure à la fois. Les mois passaient, notre vie prenait forme. Nous vendions nos récoltes et cordes au marché, discrètes mais fières. Les villageois nous connaissaient comme les femmes de la colline,
et cela nous suffisait. Marianne chantait en travaillant, ses gestes plus calmes, comme si la mer apaisait sa révolte. Moi, j'écrivais chaque soir, mes pages remplies de notre quotidien. Le goût d'une tomate mûre, le cri d'une mouette, la main de Marianne sur la mienne. Ces mots étaient ma preuve que nous existions, que nous avions triomphé. Mais un soir, un journal trouvé au marché a brisé notre paix. Un article parlait de « deux fugitives », avec une description floue mais trop proche de nous. Marianne l'a lu, puis brûlé dans le feu. « Ils ne nous auront pas », a-t-elle dit, les yeux brillants. Nous savions que nous devions être prudentes, rester invisibles. Pourtant, dans cette cabane, face à la mer, je me sentais plus forte que jamais. Avec Marianne, j'avais appris que la liberté n'est pas un lieu, mais un choix. Et nous avions choisi de vivre, envers et contre tout. L'été 1975 s'est installé doucement, enveloppant notre cabane d'une lumière dorée. La mer scintillait sous le soleil, et les vagues murmuraient des promesses de paix. À 80 ans, en vous racontant cela, je sens encore la chaleur sur ma peau, le sel dans l'air, et la force de notre lien, Marianne et moi. Si mon histoire vous touche, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne, et dites-moi en commentaire de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots sont comme des coquillages ramassés sur la plage, précieux et uniques. Notre vie sur la colline près de Sète s'était tissée, fragile mais solide, comme un filet de pêche rapiécé. Nous cultivions notre petit jardin, tomates, haricots, quelques herbes, et chaque pouce était une victoire. Marianne tressait des paniers, moi des cordes, que nous vendions au marché. Les villageois nous connaissaient comme les femmes de la colline, des figures discrètes mais respectées. Nous n'avions pas besoin de grands discours, juste de ce regard complice que nous échangions en partageant une soupe claire, le soir, près du feu. Ces moments simples étaient notre richesse. Je continuais à écrire dans mon carnet, mes pages remplies de notre quotidien. Le cri des mouettes, l'odeur des tomates mûres, le rire de Marianne quand elle glissait sur les dunes. Écrire était devenu mon refuge, ma façon de dire au monde, ou à moi-même, que j'existais encore. Marianne lisait parfois, riant de mes mots trop sérieux. « Tu devrais publier ça, Claire », disait-elle, mi-sérieuse, mi-taquine. Je secouais la tête, mais l'idée s'enracinait. Mes mots étaient ma voix, celle que Paul avait voulu éteindre, celle que la maison de repos avait ignorée. Ils étaient la preuve que j'avais survécu. Marianne, elle, changeait aussi. Sa révolte s'adoucissait, comme une mer après la tempête. Elle chantait en travaillant, ses gestes précis, presque tendres, quand elle arrachait les mauvaises herbes ou réparait le toit. Elle parlait de construire une vraie maison, d'élever des poules, de vivre sans avoir à regarder par-dessus notre épaule. Moi, je l'écoutais, le cœur gonflé d'une tendresse que je n'avais jamais connue, même avec ma famille d'avant. Marianne n'était pas seulement une amie. Elle était ma sœur, ma fille, ma complice, celle qui m'avait rendu ma vie. Mais la menace n'avait pas disparu. Les rumeurs d'étrangers posant des questions au marché nous rappelaient que nous étions des fugitives. Marianne, recherchée pour sa fuite, vivait avec une ombre dans le regard. Moi, je craignais que Paul, ou quelqu'un de son village, ne vienne réclamer l'épouse qu'il avait laissée pour morte. Un matin, un homme en costume a traversé le marché, scrutant les visages. Marianne m'a tiré derrière un étal, son souffle court. « Ils ne nous auront pas », a-t-elle murmuré, mais ses mains tremblaient. Nous savions que notre liberté était un fil fragile, prêt à se rompre. Ce soir-là, dans la cabane, nous avons fait un plan. Nous économiserions plus, achèterions des outils, des graines, peut-être un lopin de terre. Nous resterions discrètes, évitant les regards trop curieux. Marianne a sorti une boîte en fer rouillé, où nous gardions nos pièces. « Avec ça, on peut construire quelque chose », a-t-elle dit. Je l'ai regardée, ses yeux brillants d'espoir, et j'ai hoché la tête. Nous n'étions plus seulement des fugitives. Nous étions des bâtisseuses, prêtes à créer un monde à nous. Un jour, alors que je tressais des cordes sous le soleil, une vieille femme du marché m'a donné un cadeau inattendu, un carnet neuf, relié de cuir usé. « Pour tes histoires », a-t-elle dit avec un sourire. J'ai rougi, émue. Ce soir-là, j'ai commencé à recopier mes pages, ajoutant des détails, des souvenirs, des rêves. J'écrivais sur Marianne, sur la mer, sur la femme que j'étais devenue. Chaque mot était une pierre posée dans notre refuge, une preuve que nous avions triomphé du passé. Mais l'hiver approchait, et avec lui, de nouveaux défis. La mer devenait plus dure, les récoltes plus maigres. Nous rations parfois des repas, mais nous ne baissions pas les bras. Marianne fabriquait des colliers de coquillages, que nous vendions pour quelques francs. Moi, je tressais plus vite, mes doigts plus sûrs. Nous partagions tout, la faim, le froid, mais aussi les rires, les chansons, les silences complices.
Un soir, alors que le vent hurlait dehors, Marianne m'a regardée et a dit « On est une famille, toi et moi ». Ces mots m'ont frappé au cœur, plus fort que n'importe quelle déclaration. Nous n'avions pas de sang commun, mais nous avions choisi l'une l'autre. Un matin, alors que je ramassais des herbes près de la cabane, j'ai vu des enfants jouer sur la plage. Leurs cris me rappelaient Élise et Julien, et une douleur familière m'a serré la poitrine. Je priais pour eux chaque jour, espérant qu'ils grandissaient loin de la violence. Marianne, qui m'avait rejointe, a posé une main sur mon épaule. On les retrouvera, Claire. Quand on sera prête. Je n'ai pas répondu, mais son assurance m'a donné du courage. Pour eux, pour moi, je devais continuer. Nous avons tenu l'hiver, contre les tempêtes, contre la faim. Chaque jour était une conquête, chaque rire une victoire. Et dans ces moments, je sentais que j'étais plus qu'une survivante. J'étais une femme libre, une femme qui écrivait, une femme qui vivait. Mes pages s'emplissaient, et avec elles, ma certitude que notre histoire méritait d'être racontée, même si personne ne la lisait jamais. L'été 1976 est arrivé comme une caresse, la mer scintillant sous un ciel clair, les herbes dansant dans la brise. À 80 ans, en vous racontant la fin de cette histoire, je sens encore la douceur de ces jours, la force de notre refuge, et la paix que j'ai trouvée. Si mon récit vous émeut, mettez un petit j'aime, abonnez-vous, et dites-moi de quelle région de France vous m'écoutez. Vos mots sont comme des vagues qui ramènent mes souvenirs à la surface. Notre cabane sur la colline était devenue un foyer. Les murs, renforcés par Marianne, tenaient bon. Notre jardin donnait des tomates juteuses, des haricots tendres, et des herbes que nous vendions au marché. Nous vivions simplement, mais chaque jour était une œuvre, tissée de nos mains, de nos rires, de notre courage. Marianne avait construit une serre avec des bouts de bois et de plastique, où poussaient des fraises. Moi, je tressais des cordes et écrivais, mes pages débordant de notre vie. Les villageois nous appelaient les femmes de la mer, et ce nom, si simple, était une médaille. Mes carnets s'entassaient, remplis de nos jours et de nos nuits. J'écrivais sur la lumière du matin, le goût du pain partagé, la façon dont Marianne dansait sur la plage, pieds nus, riant comme une enfant. Ces mots étaient ma preuve que nous avions vaincu, pas seulement Paul, pas seulement l'hospice, mais le poids du monde qui voulait nous effacer. Un soir, Marianne m'a surprise en train d'écrire. « Tu devrais lire ça à quelqu'un », a-t-elle dit. J'ai ri, mais l'idée a germé. Peut-être un jour, mes mots trouveraient un chemin. La menace des autorités s'était estompée, mais nous restions prudentes. Nous évitions les foules, vendions nos produits à des habitués. Les villageois, avec leur silence bienveillant, étaient nos gardiens. Une vieille femme, Madame Rose, nous apportait parfois du poisson séché. Un jeune pêcheur, Antoine, échangeait des outils contre nos paniers. Il ne savait rien de notre passé, mais il voyait notre travail, notre dignité, et cela suffisait. Nous n'étions plus des fugitives. Nous étions des habitantes d'un monde que nous avions bâti. Un matin d'automne, alors que je tressais près de la cabane, Marianne est revenue du marché, un journal sous le bras. « Regarde », a-t-elle dit, le dépliant. Un article parlait d'une enquête abandonnée sur 2 femmes disparues. Nos noms n'y étaient pas, mais nous savions. Ils avaient renoncé. Marianne a brûlé le journal dans le feu, un sourire éclatant. On est libre, Claire. Vraiment libre. Ce soir-là, nous avons dansé sur la plage, moi dans ma chaise, elle autour de moi, riant sous les étoiles. Pour la première fois, je n'avais plus peur. Je pensais souvent à Élise et Julien. La douleur de leur absence restait, mais elle s'était adoucie. J'écrivais pour eux, espérant qu'un jour, mes mots leur parviendraient, leur diraient que leur mère avait survécu, qu'elle avait aimé, qu'elle avait vécu. Marianne, elle, parlait de l'avenir, un poulailler, une maison plus solide, peut-être un café où elle chanterait. Ses rêves, autrefois fous, semblaient possibles. Et moi, je commençais à croire que mes carnets pourraient devenir plus qu'un secret. Un jour, Madame Rose m'a donné un vieux stylo, pour tes histoires. J'ai pleuré, touchée par ce geste. Ce soir-là, j'ai écrit « Je ne suis pas ce que Paul m'a fait. Je ne suis pas mes cicatrices. Je suis Claire, une femme libre, une femme qui écrit, une femme qui aime. » Ces mots étaient ma renaissance. À 31 ans, sur cette plage, j'étais née à nouveau. Les années ont passé. Marianne a rencontré un homme, un pêcheur doux nommé Luc. Elle a déménagé dans une maison voisine, mais venait chaque semaine avec ses enfants, mes petits-enfants de cœur. Leur rire emplissait la cabane, et je voyais en eux l'écho d'Élise et Julien. Je n'ai jamais revu mes enfants, mais j'ai appris, par une lettre anonyme, qu'ils avaient grandi, loin de Paul, avec une tante. Cette nouvelle m'a apaisée. Ils étaient libres, eux aussi. Aujourd'hui,
je suis une vieille femme. Mes mains sont noueuses, mes cheveux blancs, ma chaise usée. Mais mon cœur est droit, comme un phare face à la mer. Mes carnets sont ma lumière, mon legs. Ils racontent une femme qui a survécu, qui a aimé, qui a choisi de vivre. Marianne, avec ses enfants, est ma famille. Chaque matin, j'ouvre les volets, j'écoute la mer, et je remercie. Pas pour les miracles grandioses, mais pour les petites merveilles, l'odeur du pain, le rire d'un enfant, la main de Marianne sur la mienne. Merci de m'avoir écouté. Si mon histoire vous a touché, mettez un j'aime, abonnez-vous, et dites-moi d'où vous m'écoutez. Vos mots sont le plus beau des cadeaux, une preuve que mes pages ont trouvé un écho, que ma voix, enfin libre, résonne encore.